Madame, Monsieur, bonsoir. Vous regardez Al24 News. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Coup de théâtre à Bamako le 25 janvier dernier. Les autorités de la transition ont annoncé le retrait unilatéral des accords de paix et la réconciliation au Mali, issus du processus d'Alger. Avec effet immédiat, une annonce faite à la télévision malienne par le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Dans son allocution, le porte-parole se montre virulent, portant des allégations graves à l'encontre d'Alger et de la médiation internationale. Alger réagit et affirme regretter cette décision, mais ne ferme pas la porte du dialogue et maintient les canaux de discussion diplomatique. Dans le même moment, les commentateurs internationaux s'emparent de l'affaire, ce qui transforme une brouille diplomatique en une polémique incompréhensible, démontrant surtout que dans le contexte géopolitique mondial marqué par un regain de tensions globalisées, les intérêts des puissances sont encore une fois tributaires de la géopolitique du chaos. Madame, Monsieur, rebonsoir, vous l'aurez compris, il s'agit pour nous ce soir d'apporter un éclairage à ce désengagement unilatéral qui jette un nouveau, ou qui risque de jeter un nouveau pavé dans la mare sahélienne. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagné ce soir de Gamal Abina, observateur des questions internationales, et de Omar Benbarti, analyste politique. Bonsoir messieurs, bonsoir Omar. Gamel, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Gamel, merci d'avoir accepté mon invitation. Je commence avec vous, Omar Benbarti, avant de rentrer dans le vif de notre discussion. Et on reste fidèle à l'esprit de Cap sur l'Afrique. Il me semble que plusieurs points pédagogiques et historiques doivent être mis en place ce soir. D'abord, pouvez-vous nous replacer dans le contexte géopolitique et historique de la signature de ces accords, dits accords de paix d'Alger? Oui, les accords de paix d'Alger ont été signés en 2015. Et c'était à la demande, bien entendu, du gouvernement de l'époque du Mali. Et l'Algérie, comme pays voisin et comme pays stabilisateur, pays pivot de la région, a été sollicité, du fait de ses traditions de médiation, avait été sollicité pour essayer d'arranger la situation, les conflits qui existaient à l'intérieur de ce pays frère qui nous est très proche et qui est le Mali. Donc à partir de ce moment-là, l'Algérie est devenue le chef de file sous l'égide, bien entendu, des Nations Unies, sous l'égide de l'Union africaine, sous l'égide de beaucoup d'organismes internationaux qui avaient avalisé cet accord, ce qu'on appelait l'accord d'Alger, le processus d'Alger. Sous ces égides-là, l'Algérie s'est engagée et a pris sur elle de contribuer à essayer de faire en sorte que la stabilité, la paix, la réconciliation, le dialogue soient au cœur des démarches qui pouvaient être entreprises au niveau de ce grand pays qu'est le Mali. Sauf que maintenant, il y a à peine quelques semaines, quelques jours, le gouvernement actuel de transition, qui a été issu d'un coup d'État, a décidé de rejeter, de renier complètement ces accords. Et cela, bien entendu, sans pour autant que le chef de file, en l'occurrence l'Algérie, je dis bien chef de file, en l'occurrence l'Algérie, n'ait été avisé, ni qu'on l'ait écouté, ni qu'il y ait eu une quelconque concertation avec les autorités de ce pays, partant d'allégations tout à fait hostiles et assez belliqueuses de la part des représentants donc, du ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, mais aussi du colonel Maïga. À partir de ce moment-là, l'Algérie, qui a manifesté une grande sagesse, n'a pas réagi de manière subreptice, elle a accepté le fait accompli, mais elle a remis les choses un petit peu en place en rappelant... Monsieur Benbarti, est-ce qu'on peut justement, là, avant de revenir à ce qui se passe actuellement, est-ce qu'on peut revenir justement au moment à l'état de l'État malien, au moment où ces accords ont été signés? Comment se trouvait le Mali? Dans quelle position était le Mali sur la scène géopolitique? Et vous faites très bien de rappeler que l'Algérie n'est que la chef de file de cette médiation internationale qui est sous l'égide des institutions continentales et internationales. Le Mali était en proie à l'époque, lorsque la décision a été lancée de la solliciter, l'Algérie. Le Mali était en proie à une véritable
agression, si on peut appeler ce terme, on peut appeler les choses de cette manière-là, de la part de groupes qualifiés de terroristes, mais il y avait déjà sur place la présence des forces militaires françaises à travers la force Barkhane. Il y avait la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilité et la paix au Mali, qui était forte de plusieurs milliers d'hommes. Il y avait donc déjà une situation explosive qui a fait que l'Algérie a pris sur elle de convoquer pratiquement tous les responsables des organismes ou des associations ou des partis politiques, ou appelons-les comme on veut, les parties prenantes qui étaient en conflit dans ce pays à ce moment-là. Il y avait de gros problèmes avant même qu'il n'y ait le coup d'État. Et donc, l'Algérie a pris sur elle de faire appel à toutes ces personnes-là, puisque vous savez que le Mali est une entité assez complexe. Il y a des populations différentes, des Peuls, des Arabes, des Touaregs, des Bambara, etc. Donc, c'est un melting pot qui est difficile à gérer, mais il y avait des conflits latents qui avaient surgi dans ce pays et qui étaient pris en charge, malheureusement, par des ingérences étrangères à travers, en particulier, la présence de la soldatesque française, mais surtout, il y avait la présence des forces des Nations Unies. Donc l'Algérie a pris sur elle de convoquer tout ce beau monde et elle a réussi, après de moult tractations et diverses pressions diplomatiques, elle avait réussi à faire signer tout le monde à cet accord d'Alger qui était un processus, comme son nom l'indique, et qui consistait à faire en sorte que les gens puissent se rencontrer, dialoguer et qu'ils se mettent d'accord sur les formes démocratiques ou de coexistence pacifique qu'ils pouvaient entretenir entre eux afin de faire en sorte que la paix s'instaure dans ce pays-là. Je rappelle que ce pays était en proie à de nombreuses attaques terroristes qui, elles, on ne peut pas faire ici le générique de toutes ces attaques terroristes, mais lorsqu'il y a eu la destruction de la Libye, il y a eu un déferlement de groupes terroristes qu'on a appelés de différents noms et qui se sont rués sur le Niger et sur le Mali en particulier afin de procéder en utilisant bien entendu les conflits ethniques qui pouvaient exister ou bien les ressentiments qui existaient de part et d'autre. Il y a un problème actuellement, enfin depuis longtemps au Mali, entre les populations du Nord et les populations du Sud, avec d'autres populations bien entendu, mais ce problème-là, l'Algérie a essayé de le résoudre d'une façon telle que chacun puisse avoir son point de vue et que l'on respecte un petit peu les attitudes, les attentes des uns et des autres. Voilà à peu près la situation dans quel état elle était en 2015 lorsque le processus d'Alger a été co-signé. Et je rappelle qu'il a été signé aussi bien par les parties prenantes qui étaient en cause dans cette opération, les représentants des différentes factions, mais aussi par le gouvernement du Mali de l'époque. Et donc l'Algérie n'a fait que continuer et espérer de rabibocher un petit peu les uns avec les autres afin que le dialogue s'instaure et que la paix soit préservée. Parce que le risque, c'était l'éclatement de ce pays. Voilà à peu près les conditions dans lesquelles aujourd'hui le gouvernement malien, d'une manière tout à fait brutale, décide de renvoyer l'accord d'Alger sans pour autant qu'il prenne en considération le fait que celui-ci a été ratifié aussi bien par des organisations internationales. Et l'Algérie n'a pas décidé de sa propre initiative de se présenter comme médiateur ou comme chef de file de ces questions-là. Elle intervient comme pivot et comme pays ami et comme pays frère du Mali qui le soutient, qui essaye d'éviter. D'ailleurs, le président algérien avait déclaré d'une manière très solennelle et à très haute voix que l'Algérie ferait tout. Omar, je me permets... opposé à la défense de l'intégrité du territoire malien. Très bien, je me permets de vous arrêter, de rebondir sur un point essentiel que vous avez abordé, notamment on va dire la discorde ou les tensions qu'il y a entre le nord et le sud du pays. Vous avez rappelé que le Mali, c'est aussi un arc-en-ciel de culture et de population. Vous avez parlé des Bambara, on peut parler des Dogons, etc. D'où vient le problème justement entre le nord et le sud du pays? Et est-ce que c'est pas le fait que on peut dire que finalement, c'est le développement qui fait défaut dans cette région, qui est une région enclavée, je rappelle. C'est à moi oui, mais c'est à vous que je pose la question, Omar. Oui, non, le problème du développement, il n'est pas propre au Mali. Le problème du développement, il est propre à tous les pays
ex-colonie de la France. Et ce n'est pas la raison essentielle qui a fait que le problème qui s'est exacerbé dans ce pays-là, ce sont les luttes de pouvoir. Il y avait, aux yeux de certains, un déficit de représentation au niveau du pouvoir parce qu'il y avait de la corruption, parce qu'il y avait une représentation qui était factice. Et donc, les gens se sont un petit peu révoltés sur ça. Mais ça, c'est une histoire qui n'est pas propre au Mali. Sauf qu'au niveau du Mali, la situation, qu'il soit enclavé ou que ce soit des pays qui n'ont pas d'accès à la mer. Non, j'ai pas dit enclavé, je parle de la région du Nord. Je dis, finalement, c'est une zone d'ombre, pas enclavé, pardon, je me suis mal exprimé. Le Nord est une... Oui, c'est une zone d'ombre, mais c'est une zone d'ombre parce qu'on a voulu en faire une zone d'ombre. Le pouvoir central qui est à Bamako, si vous avez une carte sous les yeux, la capitale du Mali se trouve tout à fait au sud et la région du Nord, tout le Nord est une zone relativement, comme vous dites, enclavée peut-être, mais elle n'est pas si enclavée que ça parce qu'elle a vécu pendant des siècles avec les échanges qui ont toujours fonctionné entre les populations touareg d'Algérie, du Niger, de Libye, etc. Donc il y a un trafic... Même des empires ont été bâtis au Sahel. On peut parler de l'empire du Mali, qui a été quand même un empire qui a marqué le Sahel, pour dire qu'elle n'est pas enclavée, mais aujourd'hui c'est une zone d'ombre. Et est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui lier la question de la sécurité au développement de façon directe ? Je ne sais pas si la question de la sécurité est liée. Il y a eu une tentative de déstabilisation de ce pays et de partition, il faut le dire aussi honnêtement, avec les mouvements qui se prétendaient de l'Azawad et qui voulaient développer la région nord du Mali et en faire un État autonome, avec le soutien, bien entendu, de certaines puissances étrangères et de certains intérêts bien compris. À partir de ce moment-là, il est évident que le pouvoir central qui était à Bamako ne pouvait que s'opposer à ce genre de velléité ou de désir de vouloir casser le Mali. Il y a eu ce projet, c'est un vieux projet. Rappelez-vous, Alain Juppé, il y a déjà longtemps, il avait évoqué aussi la question de créer un État au nord du Mali qui s'appellerait l'Azawad ou autre chose. Mais toujours est-il que c'est une histoire qui est ancienne, sauf qu'elle a été exacerbée, elle a été reprise en main. Et l'Algérie a été très claire là-dessus. Elle a dit il est hors de question que l'on touche à l'intégrité du territoire. De ce point de vue-là, je ne crois pas que le Mali puisse reprocher quoi que ce soit à son pays voisin qui est l'Algérie. Rappelons que nous avons 1200 km de frontières avec eux ou un peu plus et que ce n'est pas... Mais le trafic qui existait entre les populations du nord du Mali et les populations du sud de l'Algérie ou de l'est au Niger, c'est un trafic qui est ancien, qui est classique, qui est naturel, j'allais dire presque. Mais toujours est-il que depuis l'implosion de la Libye, il y a eu un déferlement de terrorisme qui s'est développé dans ces zones-là, et le Sahel est devenu un enjeu stratégique, bien entendu, avec les puissances occidentales et autres, qui ont intérêt à vouloir maintenant s'y maintenir. Parce qu'il faut dire aussi une chose, c'est qu'il y a des richesses phénoménales dans cette zone-là. Très bien. Je viens vers vous, Gamel Abina, qu'on vient de nous l'expliquer ou d'apporter un éclairage. Omar Ben Barti, c'est donc dans un Mali en proie à l'explosion, mais aussi en plein d'interventions étrangères pour argument de maintenir la paix dans le nord du Mali, que ces accords ont été mis en place. Mais j'aimerais bien qu'on revienne à la période entre 2011 à 2015. Dans quelle situation géopolitique était le Mali à cette période ou bien avant ? Gamel Abdina, je m'adresse à vous. Est-ce que vous avez entendu ma question ou je la repose ? Non, vous pouvez la répéter, je n'ai pas entendu au début. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous replacer dans le contexte géopolitique et intérieur dans lequel se trouvait le Mali avant les accords d'Alger, c'est-à-dire à peu près 1 an, 2 ans après l'opération Serval, qui s'est transformée en opération Barkhane ? Voilà, c'est un pays qui a eu des gros problèmes parce qu'il y a eu, ça a été dit par Omar Ben Barti, une implosion de la Libye, donc des groupes djihadistes qui se sont disséminés, des armes qui ont été largement répandues avec différentes organisations comme le GSPC qui s'est muté, avec différentes internationales terroristes pour faire simple. Il se trouve qu'il y a plusieurs organisations qui existaient déjà dans le Sahel. On sait qu'il y a Boko Haram par exemple qui a posé problème et d'autres. Et on sait aussi que
Ce qui crée ce clivage, ce qui crée cette tension, c'est simplement parce que le Mali, comme beaucoup de pays sahéliens, a une côte très riche, exploitée, verte, verdoyante, avec des fleuves, et que le nord est aride, très pauvre, avec même pas 10% des richesses créées dans le nord, du moins exploitées, et avec une répartition effectivement du revenu national qui est très déséquilibrée entre le nord et le sud. Il y a ce premier aspect, il y a l'autre aspect, c'est la question, ça a été évoqué, de l'Azawad, donc, et toute cette espèce d'atmosphère un peu explosive a fait que les groupes dits djihadistes ou salafistes, ou simplement qu'on va appeler terroristes qui se revendiquent de l'islam, et ça a créé une tension qui a quasiment failli faire imploser l'État malien. Donc, quand les Français, sous l'opération au départ, ça s'appelait pas Berkane le démarrage, c'était d'abord l'opération Serval, effectivement, voulue par François Hollande. Quand ils interviennent au Mali, c'est sous l'appel du dirigeant malien, bon, bien élu, mal élu, on ne rentre pas là-dedans, mais d'un dirigeant qui appelle la France au secours. Ça n'a pas été forcément la meilleure idée qu'a eu ce dirigeant, parce que ça donne le sentiment, finalement, que le Mali est sous la tutelle de l'armée française. Entre-temps, il y a 8 ans d'opérations qui sont maintenues sur place, qui donnent des résultats plus ou moins bons, avec une perte quand même de territoire et de régions quasiment entières. Et puis, récemment, avec le départ des Français sur la demande des nouvelles autorités maliennes, il y a une force qui est mise en place. Et donc, on a un Mali qui, entre 2013 et 2015-2016, était très instabilisé. Une volonté algérienne qui est appelée à la rescousse, d'ailleurs, parce que la diplomatie algérienne est connue pour cela, de vouloir trouver un terrain d'entente entre les différentes factions du Nord, séparatistes, et de l'État central, donc trouver un terrain d'entente pour éviter effectivement un conflit qui dure. On sait ce que ça donne, les conflits qui durent, c'est la Somalie, une implosion du territoire. Et donc à ce moment-là, on a un appel de l'Algérie qui a une expertise, qui a déjà obtenu des solutions, d'ailleurs des résultats très intéressants. On se rappelle entre l'Iran et l'Irak en 1975, on se souvient d'un conflit qui n'arrêtait pas de durer entre l'Érythrée et l'Éthiopie, ça a été la paix finalement, la paix des braves, on peut l'appeler comme ça. Et lorsque les Maliens trouvent l'Algérie, ils trouvent un partenaire, un ami. On partage 1300 km de frontières, donc un ami non seulement en termes politiques, puisque l'Algérie a été aidée par le Mali pour la révolution, économique, puisqu'il y a des relations économiques qui se développent de plus en plus et qui sont appelées à se développer, et puis surtout des relations stratégiques, à savoir que l'Algérie ne peut pas avoir des pays à ses frontières instabilisées et demande une garantie, et c'est très important de le rappeler, de ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières, à savoir que les frontières post-coloniales restent les frontières des pays définis, sinon on rentre dans des conflits armés qui n'en finissent plus, et c'est une des raisons pour lesquelles l'Algérie, pour garantir la sécurité à la fois de l'Algérie bien évidemment, mais des pays sahéliens, s'est proposé effectivement dans la négociation à proposer des solutions qui ont été au départ acceptées et qui aujourd'hui, semble-t-il, sont mal vues. Mais en vérité, c'est des solutions de paix sans la guerre. Alors que là, aujourd'hui, apparemment, le Mali, qui est bien équipé par la Russie, pense qu'il va avoir des résultats par la guerre sans négocier. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que finalement, ça reste des frères, quoi qu'il en soit. Très bien. Madame, monsieur, on se retrouve tout de suite après cette courte page publicitaire. Madame, Monsieur, nous revoilà sur Cap sur l'Afrique et ce soir, on se penche sur ce retrait unilatéral des autorités maliennes des accords dits accords de paix d'Alger. Monsieur Omar Benbarti, je reviens vers vous. Lorsque les nouvelles autorités maliennes ou les autorités de la transition ont pris le pouvoir à Bamako, elles ont estimé ou elles ont mis au cœur d'un de leurs feuilles de route ce qu'on a appelé les assises maliennes pour la refondation de l'État malien. Et au cœur même de ces assises, il y avait les accords de paix. Les participants ont insisté ou ont particulièrement noté la nécessité d'aller vers leur application rapide et définitive. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de se retirer de façon unilatérale est une remise en question finalement de ces assises de la refondation, pardon? Il y a probablement, je ne sais pas de quelle manière, enfin, j'ai lu un peu la presse malienne, mais toujours est-il que il y a beaucoup d'hésitations et il y a beaucoup de doutes et d'interrogations justement sur ce que va réserver le retrait des autorités de la transition de l'accord d'Alger. Parce qu'effectivement, vous avez bien fait de le rappeler, effectivement, les assises pour la refondation étaient basées sur la rencontre entre des personnalités qui avaient toutes ratifié et accepté les conditions mises en œuvre par le processus d'Alger. Ceci étant dit, il faut aussi peut-être mettre sous l'éclairage le fait qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle donne qui s'appelle l'Alliance des États du Sahel. Toujours est-il que
avec le soutien du Niger et du Burkina Faso. Je rappelle que les trois sont des régimes issus de coups d'État, donc qui n'ont encore pas de véritable légitimité au regard des populations, parce que, qu'on le veuille ou non, il existe des classes politiques dans ces pays, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, et donc ces classes politiques, elles ont aussi quelque part des prétentions à vouloir se prétendre plus légitimes que les tenants des coups d'État militaires. Donc, le processus d'Alger était une espèce de grand voile qui permettait de réunir autour d'une seule et même table différentes factions qui pouvaient se mettre d'accord sur une vision politique, bien entendu, parce qu'il s'agit de ça, mais surtout aussi une vision de répartition des richesses, comme l'a rappelé si bien Gamel Abina tout à l'heure. La répartition des richesses pose problème dans ces pays-là. Le nord du Mali est relativement aride, tandis que la région où se trouve le pouvoir central, Bamako, c'est verdoyant, il y a le fleuve qui traverse, etc. Donc, il y a un imbroglio de problèmes qui surgissent et qui sont exacerbés par, bien entendu, des velléités de puissances qui veulent toutes avoir leur mot à dire dans cette affaire. Sauf que il est évident que ce qui n'est pas recherché par un pays comme l'Algérie, c'est la partition, parce que la remise en cause du principe de ce qu'évoquait Gamel tout à l'heure, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, c'est un principe fondateur de l'Union africaine. À partir de ce moment-là, s'il y a des velléités de créer des partitions de certains pays, on n'est pas sorti des guerres fratricides et des guerres permanentes. Ce qui pousse le pouvoir central aujourd'hui à vouloir remettre en cause l'accord d'Alger, moi, ce qui me dérange dans cette affaire, c'est surtout le fait qu'il n'y a pas eu de concertation. Qu'on le veuille ou non, l'Algérie reste un pays pivot. C'est le pays pivot de cette région. Et que ce soit nos amis maliens ou nos amis nigériens, aucun de ces gouvernements ou de ces pouvoirs en place ne pourrait se permettre de se passer de l'assistance de ces pays-là. Le communiqué algérien, si vous vous en souvenez bien, il n'a pas fait référence au pouvoir politique. Il s'est adressé au peuple malien, pour rappeler que l'Algérie a des liens fraternels et très anciens historiques, que ce soit pendant la guerre de libération de la guerre d'Algérie ou que ce soit après, l'Algérie a toujours été présente aux côtés du Mali. Et les populations du Nord, il faut le dire ça, parce qu'il faut y être allé. Moi, j'ai travaillé de longues années en Mauritanie et au Niger. Il faut aller pour voir que tous les produits algériens se retrouvent sur les étals de Niamey et de Kidal ou de Bamako. Donc à partir de ce moment-là, il y a un trafic qui est classique, ancien, et l'Algérie a subvenu souvent aux besoins de ces pays-là. Aujourd'hui, les gouvernements de transition décident que le Mali, le Niger pour l'instant ne s'est pas prononcé là-dessus et je ne crois pas qu'il soit en mesure de le faire ou bien qu'il veuille le faire lui aussi. Le Burkina Faso est relativement loin. Mais toujours est-il que les deux pays qui sont frontaliers, qui sont très liés à l'Algérie, ces deux pays-là n'ont pas du tout la même attitude. Mais la création de l'Alliance des États du Sahel, peut-être, donne des idées un petit peu folles au gouvernement de transition actuel. Je rappelle que les colonels qui sont au pouvoir actuellement au Mali, en tous étaient formés aussi bien par l'Algérie que par la Russie et que leur ministre des Affaires étrangères a fait ses études chez nous à l'ENA, à Hydra. Donc, moi, je me pose des questions pour savoir est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui est recherchée à travers la manœuvre que développent de manière brutale les autorités de transition du Mali, de sorte que, on a vu ce qui s'est passé à Marrakech avec le roi du Maroc, on sait quels sont les enjeux que développent les Émirats et l'entité sioniste à travers la manipulation de ces pouvoirs-là. Mais il devrait peut-être revenir à un peu plus de sagesse et considérer que l'Algérie a un peu plus d'expérience. L'Algérie a une armée beaucoup plus forte que la leur. C'est pas parce qu'ils ont acheté quelques hélicoptères et quelques avions qu'ils considèrent qu'aujourd'hui ils sont capables de remettre en cause les actions des groupes terroristes. La guerre qui pointe son nez dans ces régions du Mali en particulier, mais du Niger aussi, cette guerre-là n'est pas prête de s'arrêter.
Je rappelle tout de même que Alger est loin d'être dans une attitude hostile et laisse les canaux de la discussion et les canaux diplomatiques ouverts. Et elle a insisté sur ça et vous l'avez dit vous-même, Monsieur Benbarti. Je viens vers vous, Gamal Abina. On le sait et là aussi, Omar Benbarti a fait un rappel historique intéressant en disant que depuis longtemps, depuis les années 90, depuis l'histoire des décolonisations, la naissance même de l'Union africaine, l'Algérie est investie pour un Sahel uni et surtout de paix. Mais aujourd'hui, les autorités maliennes ou les nouvelles autorités de la transition se sont retirées de façon brutale, mais elles parlent d'un dialogue intermalien sans donner plus de précision. Que signifie ce dialogue intermalien et est-ce qu'il est surtout possible de se le retirer d'une médiation internationale de façon unilatérale ? Je ne sais pas s'il est possible de se retirer de façon unilatérale d'une médiation. Ce qui est certain, c'est que le dialogue intermalien, c'était la négociation des accords d'Alger, que l'Algérie, il faut le rappeler, c'est important, lorsque les Français, par exemple, avaient envisagé, en laissant certains pays africains de la CEDEAO vouloir intervenir au Niger, ils s'y sont opposés. Les Algériens sont pour l'intégrité territoriale des pays et leur indépendance. Donc, ils étaient clairs. C'est pas l'Algérie qu'on doit interroger sur ça, parce que l'Algérie est très claire. Elle dit les pays africains doivent être indépendants, autonomes, ne doivent pas être sous la tutelle occidentale, et ils le font très bien. N'oublions pas d'ailleurs que les Russes qui soutiennent les Maliens sont les meilleurs alliés des Algériens, premiers partenaires. N'oublions pas que le Mali, même s'il veut la paix, et j'espère qu'il veut la paix effectivement avec son peuple, c'est plus important, que des frères se réconcilient, qu'il y ait une répartition des richesses et pas seulement, un développement du pays qui est très riche potentiellement, eh bien l'Algérie participerait de cela, parce qu'elle n'est pas du tout opposée à cela, bien au contraire. Par contre, d'autres intervenants étrangers, en l'occurrence, proposent des solutions un peu alambiquées, par exemple de dire on va ouvrir l'Atlantique. C'est bien beau, mais vendre quoi à l'Atlantique ? Il n'y a rien à vendre. Le Mali ne peut pas vendre aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Son territoire national dans la vente, c'est d'abord la région africaine et ensuite, en passant par l'Algérie, l'Europe. Les potentialités de développement économique, c'est la géographie qui parle, vont plutôt vers le nord en Méditerranée, ce qui est logique puisque nous sommes frontaliers. Mais tout cela n'est pas mis dans l'équation et je pense que les autorités maliennes font une erreur parce que certains peut-être les conseillent dans une mauvaise direction, oubliant les rapports géopolitiques et les rapports historiques fraternels qui ont toujours existé entre l'Algérie et le Mali, et puis surtout que l'Algérie a été un modérateur sur les questions de tous ces régimes, par exemple, qui sont arrivés par la force. L'Algérie n'a pas donné de leçons, elle dit c'est bien la démocratie, mais bon, garantissez que votre peuple soit bien traité, nous ne donnons pas de leçons et nous continuons de communiquer, ils le font tout le temps. Rappelons-nous qu'après le coup d'État au Mali, le premier pays visité, ça a été l'Algérie. C'est important de le rappeler. Donc c'est vrai que c'est un pays pivot, qu'aujourd'hui les Maliens ont un rapport de force où ils disent bon on est un peu plus fort et c'est très bien. Ils pensent peut-être dans l'ivresse de cette force se dire qu'il y a une possibilité de pouvoir prendre par la force qu'on n'a pas obtenu par la négociation, mais en réalité c'est une erreur à mon sens. Il faut toujours penser en termes de négociation parce que le pays doit se construire. Et c'est vrai que leur proposer des plans alambiqués de pays qui n'ont pas les moyens de le faire, bon les Émirats Arabes Unis c'est bien beau, ils sont un peu partout en ce moment, mais c'est pas les faiseurs de paix. On voit bien ce qui se passe en Libye, ils ne garantissent pas la paix. On voit bien ce qui se passe au Yémen. Les Émirats Arabes Unis ne sont pas du bon côté de l'histoire. C'est pas une posture anticoloniale qu'ils adoptent, c'est une posture littéralement alignée sur le clan occidental. Le Mali n'est pas un pays du clan occidental, il le sait traditionnellement, donc il faut penser dans ces termes sur le long terme. L'Algérie et le Mali sont deux grands partenaires qui doivent travailler ensemble. La paix doit être établie par la négociation, sinon le risque c'est de se retrouver dans une somalisation du Mali. Il faut éviter ce genre de choses parce que les accords d'Alger ont garanti une baisse de tension. Il fallait après développer les relations avec le Nord et le Sud, faire en sorte que la fraternité se réinstalle, en finir avec les groupes terroristes. L'Algérie et N'Djamena, ça fait le travail. Il faut se rappeler quand même de cela. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, la plupart des organisations terroristes sont parties dans le Sud. Mais il ne faut jamais oublier que le plus important, c'est les rapports géopolitiques. La géographie, c'est quoi? C'est des pays frontaliers de l'Algérie, ils doivent travailler entre eux, et non pas des pays qui sont à des milliers de kilomètres, comme les États-Unis, on propose n'importe quoi. Il faut être sérieux. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Mali, peut-être a suivi de mauvais conseils. Je pense qu'il y a peut-être de la colère, de l'ivresse du pouvoir, de la puissance, mais dans les faits, de toute façon, l'Algérie a tout intérêt à la stabilisation non seulement du Niger, on le sait, du Mali, du Burkina, des pays qui ont toujours traditionnellement été des alliés d'Algérie et vice-versa. Et nous ne sommes pas condescendants. C'est-à-dire que l'Algérie dit, bon, si vous ne voulez pas d'accord, c'est dommage, on le regrette, mais réfléchissez tout de même à faire en sorte que ça se passe bien dans votre pays. On ne donne pas de leçons, on ne vous dit pas soyez démocrate, on n'a pas à faire cela, chacun est souverain chez lui, mais soyez tout de même fraternel avec votre propre population, faites en sorte que ça se passe bien. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les autorités algériennes, bien qu'elles n'aient pas bien vécu le fait que les accords soient jetés comme ça du jour au lendemain, se disent, réfléchissez,
faites en sorte que ça aille bien, nous continuons à communiquer, il n'y a pas de problème avec cela, et nous proposons un plan sérieux. L'Algérie propose un plan sérieux. La paix, c'est d'abord le développement économique. Et ça, c'est quelque chose de cohérent. La paix, ce n'est pas alimenter en armes. La paix, ce n'est pas garantir par la force le pouvoir. La paix, c'est d'abord garantir que la population vive dans les conditions raisonnables et acceptables. Justement, Gamal Abina, ce que vous pensez, vous venez de le dire, la médiation, un chef de file de la médiation internationale Alger le dit depuis longtemps, il n'y a pas de paix sans développement, il n'y a pas de sécurité sans développement, et c'est la question du développement qui est au cœur de la stratégie algérienne aujourd'hui. Est-ce que finalement, avec ce retrait, les autorités de la transition jouent la carte du tout sécuritaire comme elle a été jouée durant des années au Sahel par les puissances étrangères ? Vous savez, le tout sécuritaire, ça donne toujours la même chose, ça donne de l'injustice parce qu'il y a des gens qui vont être tués et qui ne sont pas dans le coup. Il y aura des coups de force, il y aura des coups d'État, il y aura toujours une multiplication de choses difficiles. Je pense, on ne peut pas dire des Algériens, il y a une chose qu'on ne peut pas leur retirer. Ce sont des gens qui disent ce qu'ils pensent. Ils ne sont pas en train de manœuvrer, ils ne font pas des coups dans le dos, ils ne sont pas en train de faire des complots, entre guillemets, ou d'essayer de corrompre des différents États pour obtenir des résultats. Ils vont directement droit au but. Nous sommes pour l'indépendance, nous sommes pour le développement, nous sommes pour faire en sorte que le pays retrouve sa sécurité. Il n'y a pas de développement économique sans sécurité, c'est vrai. Mais il n'y a pas de sécurité sans justice. Parce que si vous y allez par la force pour obtenir que vos opposants plient, eh bien un jour ces opposants reviendront. Il vaut mieux négocier parce que ce sont les mêmes, enfin c'est le même pays, il faut être très honnête. Et l'autre aspect important de le rappeler, effectivement, et c'est ça qui est incroyable, c'est de se dire que l'Algérie propose quoi? Propose que l'Afrique travaille de concert, comme les Libyens d'ailleurs l'ont proposé, il ne faut pas l'oublier, hein. C'est pour ça qu'on a fini avec Kadhafi, on ne voulait pas que son projet de développement fonctionne. Et aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est ça qui est incroyable, c'est que moi j'étais reçu régulièrement pendant des années sur Afrique Média, où mon discours est toujours le même, je dis les Algériens ne vous mentiront pas, ils vous diront ce qu'ils pensent, ils vont être frontaux, ils vont être honnêtes, mais des frères se parlent directement, ils ne vont pas passer par des chemins de traverse où vous donnez quelques dollars pour vous acheter, puis après vous mettre un couteau dans le dos. Ça, c'est un grand classique qu'on connaît. Donc c'est vrai que sans développement économique, il n'y a pas de paix, mais sans paix, il n'y a pas de développement économique. Et je pense que la sécurité du Mali doit être garantie par son armée, c'est vrai, mais qu'il ne faut pas être injuste. Il ne faut pas essayer d'écraser l'adversaire en pensant qu'on va obtenir des résultats, parce que quand vous tapez fort sur une population, elle finit de toute façon par se rebeller. Très bien, je reviens vers vous, Monsieur Benbarti. Je pense que ça va être la dernière question de cette émission. Monsieur Benbarti, qu'est-ce qu'implique ce retrait unilatéral des autorités de la transition au Mali, non seulement pour le Mali, mais aussi pour le Sahel? Il faut remettre cette action dans un contexte beaucoup plus large. Il y a des enjeux géostratégiques qui dépassent de loin les velléités de l'Association des États du Sahel. Bref, il y a un contexte géostratégique qui fait que le Sahel devient une zone dans laquelle il y a des affrontements entre puissances beaucoup plus importantes que ce que considèrent être les nouveaux pouvoirs dans ces pays-là. Il y a d'un côté, bien entendu, l'Occident avec toute son armada, avec l'OTAN qui fait des pieds et des mains pour essayer de s'installer, que ce soit dans le golfe de Guinée, mais aussi sur la façade atlantique qu'évoquait Gamal tout à l'heure. Mais il y a aussi la Fédération de Russie qui est présente et qui, elle, se sort quelque peu d'un piège d'enfermement dans lequel elle était pendant des années. Mais la Fédération de Russie, elle est claire. Nous la connaissons, nous sommes très proches des Russes. Nous savons que les Russes ne fonctionnent que sur le registre de l'armement. Ils ne s'ingèrent pas dans les affaires internes et ils ne donnent pas de leçons de démocratie eux aussi. Et puis, il y a bien entendu la Chine. La Chine a essayé de développer à travers son pôle économique, sa puissance économique, des points de chute, que ce soit en Mauritanie, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte, que ce soit aussi dans les pays du Sahel. Donc, c'est les enjeux qui sont à l'œuvre à l'heure actuelle dans ces zones-là. L'Algérie, elle les connaît et elle les observe avec beaucoup de prudence parce qu'elle sait qu'il y a des forces qui sont beaucoup plus importantes et qui se développent à l'intérieur de ces pays-là. S'arranger avec le Mali, tôt ou tard, ça finira par s'arranger parce que les Maliens, s'ils sont un peu intelligents, ils ont tout intérêt à faire en sorte que les choses se passent bien, aussi bien avec l'Algérie qu'avec le Niger, qu'avavec le Burkina, qu'avec la Mauritanie. Et ce n'est pas les tribulations de Boarita du Maroc et des Émirats qui leur disent vous avez un accès à l'océan Atlantique. Gamal a bien développé ça tout à l'heure. C'est vraiment du pipeau. À partir de ce moment-là, il va falloir qu'eux-mêmes prennent conscience, et je pense qu'ils en ont pris conscience. Mais il y a une
une euphorie, tout à l'heure on a évoqué Afrique Média, une euphorie panafricaniste. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas panafricains il y a quelque temps et qui le deviennent comme ça, comme par hasard, comme Alain Foka, etc. Et qui deviennent des panafricanistes et qui aujourd'hui considèrent que ça y est, ils oublient une chose. Eux, ils sont encore sous la domination du franc CFA et l'Algérie, elle a développé sa propre monnaie juste à l'indépendance. Très bien, en 1962. Très bien, donc monsieur... ça, c'est déjà, quand on n'a pas de souveraineté sur sa monnaie, on n'a aucune souveraineté économique. Très bien, monsieur Benbarti, c'est la fin du temps qui nous est imparti. Messieurs, merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Quant à vous, très chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.